Bonjour tout le monde. Alors, comme c'était annoncé, une petite session en français. Je vais parler lentement, je vais articuler. Je sais que tout le monde ne parle pas couramment français. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et j'y répondrai à la fin. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Martha a dit avant sur l'accent, sur l'acquisition des langues et sur le fait qu'il faille essayer d'encourager les filles, par exemple, à apprendre les langues et les garçons, les filles à apprendre les sciences, pardon, et les garçons à aller vers les langues. Voilà. Alors, dans cette petite présentation, je vais vous parler un petit peu du rôle que les scientifiques français, les chercheurs français peuvent jouer et comment leurs inventions aujourd'hui sont toujours intéressantes et comment on peut présenter justement l'importance des langues dans le rôle de la recherche avec par exemple les interconnexions entre les différents pays et le mode de recherche. On verra également un petit peu ce que ces inventions sont devenues aujourd'hui. Vous verrez qu'on parlera un petit peu de Pasteur pour finir sur un exemple beaucoup plus récent pour montrer un petit peu comment nous, professeurs, nous pouvons inclure les sciences dans les classes de langue afin de motiver les enfants qui ne seraient pas particulièrement linguistes à utiliser les langues et à s'intéresser aux langues. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai dû choisir et sélectionner quelques scientifiques, la plupart vous les connaîtrez, j'imagine, que nous pourrions utiliser en classe de langue pour essayer de motiver nos jeunes apprenants. Le premier, les deux premiers étaient les plus évidents quand on parle de sciences et de France. Le premier était Louis Pasteur, donc, et si on parle un petit peu des implications de ces recherches au présent, donc évidemment, il y a le vaccin contre la rage, avec cette idée de quarantaine qui avait disparu d'Angleterre il y a quelques années et qui va probablement revenir maintenant, puisque, comme vous savez, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Et évidemment, il y a bien entendu aussi l'idée de la pasteurisation. Et encore une fois, cette idée de la pasteurisation est quelque chose d'intéressant parce qu'elle montre comment une imperfection, comme disait tout à l'heure Martha, peut devenir un avantage parce qu'à l'origine, la pasteurisation a été découverte totalement par hasard. Pasteur était simplement en train de chercher comment conserver le vin d'une manière plus efficace. Et il a découvert en fait que les bactéries vivaient dans les organes et que donc, en faisant chauffer les bactéries, on pouvait les tuer et donc on pouvait conserver les aliments beaucoup plus long. Et maintenant, la nourriture pasteurisée, on en mange tous les jours. Et ça, je pense que c'est le premier point très important à montrer aux apprenants. Le deuxième groupe de scientifiques que j'ai choisi est intéressant à plusieurs points. Tout d'abord parce qu'il montre une collaboration entre trois personnes, Becquerel, Pierre et Marie Curie. D'un deuxième point, il montre la collaboration et le fait que quelqu'un qui n'est pas natif d'une langue, Marie Curie à l'origine est polonaise, puisse tout de même obtenir non pas un, mais 2 prix Nobel en physique et en chimie en faisant des recherches dans une langue étrangère. Donc, ceci montre bien que cette idée de parler parfaitement la langue n'est pas nécessaire. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important à montrer aux apprenants, que la perfection n'est pas nécessaire. Il ne faut pas chercher à être parfait. Comme disait tout à l'heure Martha, et comme l'a dit avant Tim et Derek, il y a 2 choses dans la langue.
il y a soit cette idée de la communication, soit cette idée de la perfection. Est-ce que la perfection est nécessaire pour parler une langue? Non, pas du tout. Si vous m'entendiez parler anglais, vous verriez que j'ai toujours mon accent français sans aucun problème. Et je pense que je fais des fautes en anglais. Et pourtant, ce n'est pas un problème. Ça peut être rassurant de montrer les imperfections. Donc, si on parle un petit peu de Marie Curie, de Pierre Curie et d'Antoine-Henri Becquerel, bah, tout simplement, c'est tout le travail sur la radioactivité. C'est la découverte du radium, du polonium qu'on trouve partout aujourd'hui. Donc, toutes ces choses sont tellement importantes et tellement actuelles. Encore une fois, on voit bien comment inclure des scientifiques de renom, inclure des scientifiques qui parlaient même plusieurs langues ou qui ont travaillé dans des langues étrangères peut montrer aux apprenants comment et pourquoi pratiquer ces langues. Le suivant que j'ai choisi pour vous, c'est Claude Lévi-Strauss, dans un domaine totalement différent, puisque là, on parle d'anthropologue et d'ethnologue, un anthropologue et un ethnologue, d'accord, qui a complètement changé la vision de l'anthropologie, d'accord. Là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise maintenant. La vision de Lévi-Strauss, c'est la vision qu'on utilise aujourd'hui en anthropologie. Donc, lui a complètement changé les choses. Bon. Ensuite, j'ai volontairement pris un exemple de Jean-Pierre Sauvage, ok. Je suis linguiste, comme vous, je parle plusieurs langues, je ne suis pas chimiste et honnêtement, les machines moléculaires, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je suis totalement honnête avec vous, je suis totalement ignorant, mais clairement, je vois que pour la nouvelle chimie au travail au niveau de la molécule, au niveau vraiment petit, la macrochimie, Jean-Pierre Sauvage a été très important. Ensuite, on arrive sur Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Luc Montagnier est un peu plus connu, en France tout du moins, puisque ce sont les équipes de Luc Montagnier et de Françoise Barré-Sinoussi qui ont découvert le syndrome immunodéficitaire, donc en fait le sida. Okay, ils ont d'abord isolé le VIH, puis ils ont découvert en fait le sida. D'accord? Donc aujourd'hui encore, vous voyez comme dans une branche différente, puisqu'ici on parle de santé et de virologie, on peut arriver à faire vivre les sciences dans la classe de langue. Le suivant est peut-être un petit peu moins connu. Haroun Tazieff, lui non plus n'était pas francophone à l'origine. C'était un volcanologue qui a contribué à vraiment développer la science de la volcanologie. Il a défendu une approche très multidisciplinaire, donc là encore, lui était parfait pour ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, puisqu'il parlait plusieurs langues, il travaillait avec des gens du monde entier et avec des gens de différentes disciplines, puisque lui, il était dans la volcanologie, il a notamment confirmé la théorie de la tectonique des plaques en travaillant avec des chimistes et des physiciens. Donc, lui, c'est vraiment un exemple absolument parfait pour la classe de langue et pour montrer l'importance des langues. Et finalement, Roland Moreno, juste là, pour finir sur quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est très important, parce que qu'est-ce que Roland Moreno a fait? Tout simplement, il a créé la carte à puce. Donc, toutes les cartes de crédit, tous les téléphones, toutes ces cartes à puce, ça vient de son invention à l'origine. Alors évidemment, quand je dis son invention, on sait bien que c'est un processus d'évolution. Mais vous voyez, je suis certain que de parler d'une telle personne en classe pourrait être intéressant pour les apprenants. Qu'est-ce que ça montre, ces exemples que j'ai choisis de façon totalement arbitraire, je l'admets. C'est tout simplement que toutes les branches de sciences peuvent être touchées dans la classe de langue. On peut trouver un angle, on peut trouver une approche qui permette de développer notre vision et toujours en mettant le travail d'équipe en avant.
Donc là, dans les exemples qu'on a vus avant, on a parlé de chimie, de physique, d'ethnologie, d'anthropologie, volcanologie, d'ingénierie, de bactériologie, virologie, immunologie, biologie. Vous voyez, tous ces domaines sont présents. Tous ces domaines sont généralement surreprésentés chez les garçons et non pas chez les filles. Et donc, ça peut permettre de donner des modèles. Et notamment, on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous verrez que pour moi, quand au GCSE, on demande aux enfants de parler de leur rôle modèle, etc., et que souvent les exemples, ce sont des gens comme, alors je vais montrer mon âge, David Beckham ou Ariana Grande, peut-être tout simplement qu'on pourrait passer à Marie Curie et pourquoi pas Arun Taziev, par exemple. Et là, ce serait vraiment une occasion de changer totalement la vision très superficielle qu'on peut avoir de ce thème au GCSE. Maintenant, si on parle un petit peu de la recherche en France et du rôle de la recherche en France. Le but ici, c'est pour montrer un petit peu, pour motiver les jeunes, non seulement à faire de la recherche, mais comment sur un seul pays, on peut imaginer qu'on a exactement la même situation dans tous les pays, on va retrouver cette interaction, cette connectivité entre les différents pays, les différentes équipes. Par exemple, la France consacre presque 50 milliards d'euros à la recherche chaque année. Ça représente 2,27% du PIB. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une ambition de montrer la recherche en France. Ce qui veut dire que pour un jeune britannique, nos apprenants, pour la majorité, ou d'autres pays, qui voudraient faire de la recherche, parler français pourrait être un énorme avantage. D'autant plus que la volonté est clairement d'attirer des chercheurs du monde entier, pas seulement des Français. Chaque année, on a environ 300 000 chercheurs en France pour 74 000 doctorants, donc des personnes qui ont des thèses, des PhD. On a 265 écoles doctorales pour 35 organismes de recherche. Si on prend tous ces chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, il y a des opportunités d'étudier, de faire de la recherche en France. Bien sûr, quelques recherches seront conduites en anglais. Cependant, pour vivre en France, c'est probablement un très bon conseil, surtout si vous êtes hors de Paris, de parler français. OK? De ce point de vue-là, on a également une station qui s'appelle la station F, qui est en fait le premier site, c'est une sorte de Silicon Valley en France, qui est le premier site mondial pour les startups et qui fait chaque demande 16 000 demandes de brevets. Ce qui montre bien le côté très vivant de la recherche en France et des collaborations qu'il peut y avoir avec la France. Parce que même si l'apprenant ne veut pas vivre en France, peut-être que non, pourquoi pas. Mais s'il veut travailler avec des Français, c'est probablement un très bon conseil de pouvoir parler un peu la langue de ses collaborateurs. Encore une fois, je me suis vraiment attaché au côté français. Alors, la reconnaissance internationale des recherches françaises. Et c'est là que ça devient intéressant. Le premier chiffre, 63 prix Nobel, il n'y a pas de problème, c'est pas particulièrement beaucoup, c'est dans la moyenne haute, mais c'est surtout les deux chiffres suivants qui sont très intéressants. Sur tous les doctorants en France, 42% des doctorants sont des étrangers. Donc, il y a à peine un étudiant sur deux en doctorat en France, dans les institutions doctorantes en France, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont français. Donc, là, ça montre bien qu'il y a des opportunités. Encore une fois, on peut imaginer que ces opportunités sont aussi présentes dans les autres pays. 57% de co-publications internationales. C'est-à-dire que tous les papiers publiés par des Français ou en collaboration avec des Français
et publiés par des instituts français sont en fait liés avec des instituts étrangers ou des étudiants étrangers à 57%. Plus de la moitié, c'est énorme. Et ça montre bien l'importance de la recherche en France et de l'intérêt de parler le français. Ces implications sont vues comment? Ben, tout simplement, ce n'est pas seulement les instituts qui sont en France, il y a aussi les instituts qui sont à l'étranger. Par exemple, le CNRS pour la science et la technologie, l'INRA qui travaille sur l'agronomie, l'INSERM, ça c'est au niveau médical, l'IFREMER qui est partout dans le monde. Hein, vous connaissez sans doute tous le commandant Cousteau, hein, avec son petit bonnet rouge. Voilà, donc c'était le meilleur représentant de l'IFREMER. L'Institut Pasteur, pour la recherche en pharmacologie, qui est aussi présente dans de nombreux pays. Okay, donc, tout ceci montre bien comme les sciences peuvent être reconnues et ce qu'on peut faire de la science. Maintenant, comment peut-on inclure toutes ces sciences dans la classe de langue? Bon, dans un premier temps, on peut travailler sur l'idée de biographie. Donc, ça permettrait facilement de travailler sur les temps du passé, des choses comme ça. Ensuite, au GCSE, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a l'idée de modèle au GCSE. Et là, on peut facilement utiliser des modèles qui sont des scientifiques, des chercheurs français, francophones. Encore une fois, on peut imaginer exactement la même question pour des étudiants qui feraient de l'espagnol ou de l'allemand, et aucun problème. Ensuite, il y a aussi l'élargissement du vocabulaire. Le vocabulaire que les étudiants apprennent n'est peut-être pas forcément pertinent pour leurs études. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'apprendre le vocabulaire de la mode, des vacances. Peut-être qu'ils sont vraiment passionnés par la science et peut-être que ce serait un moyen de développer une nouvelle branche de vocabulaire, tout simplement. D'une façon plus logique, par rapport au curriculum actuel, on peut, au programme actuel en français, pardon, on peut très bien parler de la pratique des chiffres et des quantités. Le point suivant est très important. Les activités transdisciplinaires dans les autres matières. On parle toujours d'essayer de travailler à travers les disciplines. Pourquoi ne pas travailler avec un prof de sciences en faisant une partie du cours dans une langue étrangère? Ou à l'inverse, pourquoi ne pas utiliser un cours de sciences dans une classe de français ou d'autres, encore une fois. Hein. Et là, on voit que dans ce coup, la possibilité d'intéresser les étudiants qui ne sont pas traditionnellement intéressés par les sciences ou qui ne sont pas traditionnellement intéressés par les langues, on voit bien comment on peut les toucher plus facilement. D'accord ? Évidemment, les possibilités d'activité pendant les voyages scolaires. Alors, j'aime beaucoup organiser des voyages et pour moi, pour pratiquer la langue, il n'y a rien de mieux que d'aller dans le pays. Okay ? Pourquoi ne pas imaginer des activités autour des sciences? Pourquoi simplement se contenter d'activités touristiques ou de choses comme ça? Pourquoi ne pas faire en France, encore une fois, comme exemple, ce que les étudiants font ici? On peut très bien imaginer des étudiants qui feraient des cours de cuisine ici en Angleterre, qui iraient en France pour faire des cours de cuisine avec des chefs français. Et on a exactement la même chose dans les sciences. Pourquoi pas? Ce serait tout à fait possible. Évidemment, ensuite, on parle de l'enrichissement culturel, de la culture générale, de l'ouverture aux autres cultures. On sait très bien que plus on parle de langue, plus on va être tolérant aux autres cultures et aux fautes que les autres font. C'est-à-dire que si on parle plusieurs langues, on est habitué à ne pas être parfait et on est habitué à pouvoir faire à faire ces petites erreurs. Et donc, on est moins strict, on est moins regardant, peut-être on juge moins la personne qui fait une faute dans notre langue maternelle. Alors, pour les modèles, vous voyez, je pense que vraiment Pasteur pourrait être un excellent exemple, puisque là,
son travail sur le vaccin contre la rage, le travail sur la conservation du vin, la pasteurisation, pourrait être un excellent exemple pour les jeunes au lieu de David Beckham. Encore une fois, j'ai rien contre David Beckham. Voilà. Et au niveau des modèles femmes, c'est pas, je vais pas dire que c'est du féminisme, mais clairement, ça peut être une inspiration pour les femmes dans les sciences. Marie Curie, quand même, est la première femme à avoir obtenu un prix Nobel. C'est aujourd'hui la seule femme à en avoir 2. Et surtout, c'est la seule personne, hommes et femmes confondus, à avoir 2 prix Nobel dans 2 domaines de sciences différents. Donc, là, le modèle féminin, il est magnifique. Et ensuite, évidemment, il y a le point que j'avais développé tout à l'heure, le fait que sa recherche n'ait pas été dans sa langue maternelle, puisqu'elle est venue en France avec son mari, donc Pierre, avec qui elle a travaillé en français. Mais encore une fois, à l'origine, elle est polonaise. Okay ? Et je voudrais finir, parce que certains de vos étudiants vont peut-être vouloir un modèle plus moderne. Hein, depuis tout à l'heure, je vous parle de David Beckham. Peut-être qu'il y a des modèles plus modernes. Au niveau scientifique, je voudrais juste donner un petit exemple avec Cédric Villani. Donc, Cédric Villani, qui est un mathématicien, okay, né en 1973, donc il a juste 50 ans. Okay, spécialiste de l'analyse mathématique. Alors, j'ai mis des points importants. Je vais vous avouer, je ne comprends pas tout, puisqu'encore une fois, ce n'est pas mon domaine du tout, surtout pas les mathématiques. Okay, par contre, ce que je sais, c'est qu'il représente un intérêt évident pour la science, pour les mathématiques, qu'il n'est pas aussi vieux que Pasteur et Marie Curie, et que donc, peut-être que certains jeunes peuvent être inspirés par lui. Et finalement, il a utilisé sa position scientifique et linguistique, puisqu'il a étudié à l'étranger et il a été professeur à l'étranger également, pour se lancer en politique. Et évidemment, j'ai pris cette image volontairement, puisque vous voyez clairement qu'il est pro-européen, mais il s'est engagé en 2017 aux côtés du président actuel, M. Macron. Voilà un petit peu les références que j'ai utilisées. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter de partager.